Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce soir. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a procédé aujourd'hui à un mouvement partiel dans le corps des présidents des tribunaux administratifs et des commissaires d'État près des tribunaux administratifs. Deuxième jour des épreuves du bac ce lundi. Les candidats ont passé notamment les épreuves de maths et d'anglais. Nous irons aussi au lycée de Bourj El Bahri pour constater le respect des mesures d'hygiène dans les centres d'examen. Aïn Bekhlil, dans la wilaya de N'Ama, est classé parmi les zones d'ombre et depuis peu, le village vient de bénéficier d'un nouvel établissement qui fait gagner pas moins de 70 km aux élèves et notamment aux candidats qui passent leur bac cette année. Le complexe d'Al-Hadjar à Annaba, fleuron de l'industrie algérienne, connaît un nouveau souffle. Le Premier ministre, en visite de travail à Annaba hier, a supervisé le plan de développement du complexe dans le cadre du plan de relance économique que connaît cette infrastructure. Et puis le chiffre du jour, 242 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 167 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Nous écouterons le docteur Jamal Fourar dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé en titre, le président de la République, M. Abdelmejid Tebboune, a procédé aujourd'hui à un mouvement partiel dans le corps des présidents des tribunaux administratifs, mais également des commissaires d'État près des tribunaux administratifs. Une information donc qui vient de tomber. La liste complète de ce mouvement opéré par le président de la République vous sera donnée en détail tout à l'heure, à 20h. Deuxième jour des épreuves du bac ce lundi. Nous allons plutôt au lycée de Bourj El Bahri où 200 candidats passent les épreuves. Les mesures sanitaires sont toujours aussi strictes comme l'a constaté Saïda Mayouf ce matin. Nouveau lycée Bourj El Bahri à l'est d'Alger très tôt ce matin. Premier constat, toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de l'examen du baccalauréat sont réunies et le protocole sanitaire en vigueur est de rigueur. Pandémie de coronavirus oblige. Chaque étudiant, chaque candidat, en pénétrant l'enceinte de l'établissement, est soumis à ce protocole sanitaire, à savoir la prise de température ou encore la désinfection des mains par le gel hydroalcoolique. Ce centre de Bourj El Bahri comporte 200 candidats, dont 78 garçons et 122 filles dans la filière langue. L'encadrement est au complet et les mesures sécuritaires et préventives sont strictement respectées. Entre stress, détermination et concentration, les sentiments des candidats s'entremêlent et la maîtrise du côté psychologique reste déterminante pour un bon rendement aux examens. Compte tenu du confinement induit par la pandémie du coronavirus, les conditions psychologiques des candidats ont été mises à rude épreuve. Donc, avant l'examen, j'ai rencontré nombreux élèves du lycée. Je les ai préparés au mieux en leur prodiguant nombreux conseils à adopter. Confiants et déterminés à décrocher le bac, les candidats comptent bien donner le meilleur de leur-même. Ça s'est bien passé pour aujourd'hui parce qu'on a trouvé toutes les leçons les qarinahum pendant le premier et le deuxième trimestre. Alhamdoulilah. Ça se passait bien, donc j'espère que ça va bien travailler. J'ai 20 ans, donc j'ai refait le bac cette année, c'est la deuxième fois. Alors cette année, je suis un peu stressé, j'ai refait tout. Et même entre hier et aujourd'hui, je suis plus motivé pour avoir mon bac. Mais en même temps, je suis stressé parce qu'on a resté chez nous presque 6 mois, sans révision, sans... Même le moral, ça... Il a pris un coup. Un peu difficile parce que le sujet de maths est un peu difficile. Et hier? Hier, on a passé le sujet d'arabe. Ça va. J'espère qu'on a notre bac
On a eu notre bac et Inch'Allah, on fera la famille. Et le rêve, tant caressé par tous les candidats en cette période d'examen, reste de décrocher ce visa pour une place sur les bancs des facultés. Alors, vous venez de l'entendre, les candidats ont passé des épreuves de maths et d'anglais aujourd'hui. Pour les candidats, tout s'est bien passé. Certains d'entre eux ont trouvé néanmoins quelques difficultés dans l'épreuve de mathématiques, un peu compliquées. C'est ce qu'a relevé Yamina Saïdji, qui leur a posé la question à la sortie du lycée Issiakham à Chiraga. Exactement 16h30 et les premiers candidats commencent à sortir des salles. Des petits groupes commencent à se former. Au cœur des débats, le contenu des sujets d'examen. Pour les matières littéraires, sont un peu simples, pas difficiles. Et pour les matières essentielles, comme mathématiques, sont un peu longs. Pas difficiles, mais longs. Oui, le sujet il était très long. Mais on peut dire facile. C'était facile. Pour les matières essentielles, c'est vrai que c'était au niveau par rapport aux matières secondaires. Voilà. Mais pour les filières mathématiques, les maths sont une matière essentielle, c'était au niveau. C'était quand même un petit peu difficile, mais ça va, ça reste proportionnel. Si pour certains les sujets étaient abordables, ce n'est pas le cas de Sarah et de ses amis qui ont trouvé le sujet de maths un peu compliqué. Il y a quelques sujets qui étaient abordables et d'autres non. Par rapport au sujet de maths, moi je suis en scientifique et alors le sujet de maths c'était une catastrophe. Il était trop long et on avait des choses en rapport avec le premier trimestre et le deuxième, mais il n'était pas abordable. Le sujet de maths, il était un peu difficile, il n'était pas trop facile, il y avait des questions vraiment difficiles. Et le sujet d'anglais, maintenant, il était facile. Pour le moment, leur seul espoir est de se rattraper dans les prochaines épreuves. Il faut savoir que le sujet d'examen traite seulement les cours présentés lors du premier et du deuxième trimestre. Et puis on parle également ce soir du manque d'infrastructures dans le secteur de l'éducation. Il impacte négativement les élèves tous paliers confondus. Tenez par exemple les candidats du bac qui doivent parcourir parfois de nombreux kilomètres pour atteindre leur centre d'examen. Ain Bekhlil, dans la wilaya de Naama, dans l'ouest du pays, est classé parmi les zones d'ombre. Et depuis peu, le village vient de bénéficier d'un nouvel établissement qui fait gagner pas moins de 70 km aux élèves. Walid Yousfi. Nous sommes ici dans la région frontalière de Ain Bekhlil, wilaya de Naama. Cette région enclavée vient de bénéficier d'un nouveau centre d'examen au profit des candidats inscrits au baccalauréat 2019-2020. Un acquis très important qui permettra de rapprocher les élèves de leur centre d'examen. On a ouvert ce nouveau centre au niveau de cette zone frontalière considérée comme zone enclavée. Nous étions obligés d'aller jusqu'à Meshria. L'ouverture de ce centre nous a facilité la vie. Nous remercions Dieu pour l'ouverture de ce nouveau centre. Nous sommes très contents. Le but à travers l'ouverture de ce centre est de faciliter le transport des élèves en leur assurant les conditions nécessaires à la réussite. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la commune de Ain Bekhlil, qui est une zone frontalière. Cette action s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des zones d'ombre. Ce centre compte plus de 400 candidats issus de différentes filières. Distanciation physique et respect des mesures sanitaires ont marqué le premier jour des épreuves. Il y a près de 100 candidats dans chaque filière au niveau de ce centre d'examen. Ce nouveau centre d'examen permettra non seulement de soulager les lycéens de cette région qui devaient parcourir plus de 70 km pour rejoindre leur établissement respectif, mais aussi de désenclaver la région classée zone d'ombre. Le complexe d'Al-Hadjar, fleuron de l'industrie algérienne, connaît un nouveau souffle. Le Premier ministre, rappelez-vous, en visite de travail hier à Annaba, a supervisé le plan de développement du complexe dans le cadre d'un plan de relance économique. L'Algérie, il faut le rappeler, fond beaucoup d'espoir sur une relance de ce complexe stratégique qui a connu beaucoup de déboires par le passé. Aujourd'hui, il n'est pas question de l'abandonner. Saïd Fellek, Ounana Walhamoudi.
Le coup d'envoi a été donné hier pour le démantèlement de la carcasse du haut fourneau numéro 1 du complexe sidérurgique Al-Hadjar et la récupération des résidus de minerais de fer pour la production de matériaux industriels. C'est enfin la relance du complexe national Al-Hadjar en déclin depuis plusieurs années. Inexploité depuis 2009, le haut fourneau représente environ 150 000 tonnes de résidus de fer non utilisés et susceptible de couvrir les besoins du complexe sidérurgique pendant une durée d'environ 6 mois. Une opération qui permettra par ailleurs la récupération d'un stock important de matériaux en acier inexploité et composant la vieille installation métallique pour produire des matériaux industriels qui serviront à relancer d'autres industries de transformation. Comme vous le voyez, nous allons récupérer ce qui en restera comme matière première pour pouvoir le réutiliser dans de nouveaux projets industriels ultra-modernes. Des projets qui offriront plusieurs postes d'emploi aux jeunes diplômés. L'entreprise nationale, qu'elle soit publique ou privée, a pour objectif de booster l'économie et créer des richesses. De par ses ressources et ses équipements actuels et à venir, ce complexe sidérurgique aura un rôle primordial dans le lancement du nouveau plan industriel centré sur une large intégration des ressources nationales et des compétences humaines. Le monde a complètement changé. Les projets des années 70 ne ressemblent plus à ceux d'aujourd'hui. Nous devons nous adapter à la réalité du terrain et se remettre à niveau, notamment pour ce qui est du domaine de l'industrie. Nous devons développer les capacités du complexe d'Al-Hadjar, les exploiter pour d'autres industries comme celle de l'automobile par exemple. Pourtant vital pour l'économie du pays, ce complexe a traversé plusieurs phases économiques, quelquefois difficiles. Cette entité économique, un des fleurons de l'industrie lourde algérienne, a bénéficié d'importants investissements et une restructuration dans le cadre d'un nouveau plan de développement. Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, considère que la révision de la Constitution qui sera soumise à référendum populaire le 1er novembre prochain constitue le premier jalon essentiel pour l'instauration des fondements de la nouvelle République, invitant l'ensemble des citoyens à faire preuve de sens de responsabilité et à participer massivement à la réussite de ce rendez-vous. Le président du Conseil intervenait sur les ondes de la radio nationale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhimar, a abordé dans une interview accordée à l'APS plusieurs volets liés notamment au débat médiatique que le ministère compte engager pour le référendum sur la révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain. Le débat médiatique sur ce projet de révision sera engagé bien sûr par le ministère qui entend engager dès la convocation du corps électoral et qui implique directement 3 grands acteurs, chacun dans son rôle qui lui est imparti. Le droit primo, les entreprises publiques et privées de presse écrite, électronique et audiovisuelle. Secondo, l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Tertio, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, la RAV. L'enjeu pédagogique de la campagne qui sera ouverte dès la convocation du corps électoral est évident. Il sollicite également tous les acteurs politiques et associatifs. La couverture médiatique consacrée au référendum populaire s'articulera également autour de 4 volets: l'explication et la vulgarisation, la sensibilisation, le déroulement du scrutin et les réactions. La campagne d'explication et de vulgarisation portera sur des propositions contenues dans les 6 axes de la mouture du projet: les droits fondamentaux et les libertés publiques, le renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'indépendance de la Cour constitutionnelle, la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, l'autorité nationale indépendante des élections. Et puis une attention particulière est accordée ici à la séparation et à l'équilibre des pouvoirs, à la moralisation de la vie publique et au caractère social d'un État qui survit aux événements et aux hommes grâce au droit. La sensibilisation est assurée par la couverture du factuel, la réalisation d'interviews et de reportages vivants, tant écrits qu'audiovisuels, souligne encore Ammar Belhimar dans cette interview accordée à l'agence Presse Service.
Une rencontre de coordination s'est tenue ce lundi entre le président de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, Mohamed Charfi, et le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV, Mohamed Louber, et ce dans le cadre des préparatifs du référendum pour la révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de l'ANI, Charfi avait déclaré que à l'APS que l'ARAV assume un rôle et une responsabilité conjointe avec l'ANI pour ce qui est du référendum populaire, d'où l'importance de cette rencontre de coordination lors de laquelle a été procédé un échange de vues sur les projets communs entre les deux instances conformément à la loi. Le président de l'ANI a annoncé également la tenue prochaine d'une rencontre technique entre les deux instances pour se concerter autour des aspects régissant la campagne de sensibilisation pour ce référendum populaire et le rôle des médias audiovisuels lors de cette campagne. Charfi avait réaffirmé aussi l'attachement de l'ANI à garantir le bon déroulement du référendum populaire tel que stipulé par les lois y afférentes. Dans l'actualité aussi, le général Nordin Gouesmia, commandant de la gendarmerie nationale, a supervisé ce lundi la cérémonie d'installation du colonel Mohamed Darrani en qualité de commandant de l'école supérieure de la gendarmerie nationale. C'était donc à Zeralda. Il vient donc en remplacement du colonel Hawes Bejawi. ونصب رسميا هذا اليوم العقيد داراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدا خلفا للعميد بجاوي الحواس، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار. Après la cérémonie de remise de l'emblème national tenue au siège de l'école supérieure de gendarmerie nationale en présence des autorités militaires, la cérémonie d'installation a été l'occasion, vous l'aviez entendu, pour le général Gouesmia d'afficher une pleine disponibilité à offrir tout appui et soutien au nouveau commandant, invitant les membres de l'école à l'assister dans ses missions en toute honnêteté et loyauté. Après un arrêt de 3 jours, aujourd'hui, le navire espagnol Álvaro de Bazán F-101 vient de quitter le port d'Alger, la corvette donc. Cette corvette qui appartient au 2e groupe maritime permanent de l'OTAN, SMNG2. La frégate, la présence de cette frégate en Algérie entre dans le cadre d'une coopération militaire entre le ministère de la Défense nationale et les pays membres de l'OTAN. Il s'agit d'échanges d'expériences entre la marine algérienne et la marine espagnole appartenant donc à l'OTAN. La frégate espagnole, en collaboration avec les unités de la marine algérienne, avait procédé aussi à un exercice tactique de type PASAX, permettant la coordination opérationnelle et le développement des capacités de nos forces armées. Nouveau bilan du coronavirus en Algérie qui a été rendu public cet après-midi par le comité scientifique de suivi de l'épidémie du coronavirus. Voici d'ailleurs les chiffres détaillés par le porte-parole de ce comité, le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le lundi 14 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation complet sur l'évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 242 nouveaux cas, 134 nouvelles hospitalisations, 167 patients guéris, 27 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 242 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 134 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 204 patients, dont 167 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 27 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons la population de rester vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains,
la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Dans la wilaya d'Adrar, plus exactement dans la région reculée de Tit, de nombreux projets de développement sont lancés pour répondre aux besoins de la population. Il s'agit de projets d'aménagement urbain et d'alimentation en eau potable. Camélia Belal. Cette commune enclavée d'Adrar connaît une dynamique depuis quelque temps, à savoir le lancement de plusieurs projets de développement local, notamment les travaux d'aménagement urbain, l'éclairage public et le raccordement aux différents réseaux de distribution. La commune de Tit a bénéficié d'un montant qui s'élève à 2 milliards et 194 millions de centimes. Cette enveloppe financière a été consacrée pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable, l'éclairage public et bien d'autres projets. On a bénéficié de quelques infrastructures à l'exemple de ce stade. Il y a une autre infrastructure sportive qui verra bientôt le jour et d'une salle multiservice. En plus du problème de l'électricité, les habitants de Tit souffrent du phénomène de désertification, une situation préoccupante qui affecte le quotidien de ses citoyens. Nous demandons aux autorités locales de prendre en considération nos préoccupations qui perdurent depuis longtemps. Notre commune a bénéficié d'importants projets, mais il faut quand même penser aux enfants en réalisant des espaces de détente et des piscines. Ces projets sont donc de vrais facteurs de redynamisation du développement local qui aident les régions du sud algérien à sortir de l'isolement et ouvrent de nouvelles perspectives économiques et sociales. La direction de la pêche de Béjaïa accorde une grande importance à l'aquaculture, une activité qui permet de créer de la richesse, mais surtout de l'emploi. Amel Siritira. L'activité aquacole est en constante évolution depuis déjà quelques années à Béjaïa. Plusieurs projets ont d'ailleurs été lancés par des investisseurs privés qui devront assurer l'autosuffisance en produits halieutiques et par là même créer des postes d'emploi. Le but à travers le lancement de ces projets, c'est la création d'un maximum de postes d'emploi, car il y a un grand manque ici à Béjaïa. Nous avons lancé 5 projets aquacoles, dont 2 projets d'élevage de dorades qui sont déjà en phase de commercialisation. 3 autres projets concernent la conchiliculture et la mytiliculture. De gros efforts ont été consentis pour booster la production aquacole à Béjaïa. En effet, la direction de la pêche accompagne les investisseurs qui veulent développer leur activité et améliorer la production. Nous avons atteint une production de 2500 tonnes, on table sur une production de 5000 tonnes d'ici 2021. La wilaya de Béjaïa recèle d'énormes potentialités permettant le développement de l'aquaculture, un secteur porteur de richesses et d'emplois. Le verdict du procès des frères Kouninef, jugés pour diverses affaires de corruption, sera prononcé le 23 de ce mois au tribunal de Sidi Mohamed. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la présidente de la séance après la fin des plaidoiries de la défense. Le procès des frères Reda, Abdelkader Karim et Tarek Noah Kouninef et leur sœur Souad Nour, qu'il faut rappeler est en fuite à l'étranger, ainsi que le gérant du groupe QGC, dont ils sont les propriétaires, Dorben Tahar, a débuté, il faut le rappeler, mercredi dernier. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation, dont trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de foncier et de concessions, ainsi que du non-respect des engagements contractuels dans la réalisation des projets publics. Justice toujours, le tribunal de Koléa à Tipaza vient de décider de reporter le procès de Karim Tabou, porte-parole officiel de l'Union démocratique et sociale UDS, parti non agréé, au 26 octobre prochain. Le report du procès de Karim Tabou, poursuivi pour atteinte au moral de l'armée depuis septembre 2019, intervient sur demande de sa défense. Il s'agit du 5e report consécutif. Et puis le verdict dans l'affaire des 2 anciens ministres, Jamal Oueld Abbas et Saïd Barkat, les 2 anciens ministres de la Solidarité, poursuivis pour détournement et dilapidation de deniers publics, conclusion de marché en violation de la législation et d'abus de fonction, sera prononcé mercredi
par le tribunal de Sidi Mohamed à l'issue d'un procès de 4 jours dans cette affaire où sont poursuivis d'anciens cadres aussi du ministère de la Solidarité. Le juge du siège a décidé du report du verdict au 16 septembre. Le procureur de la République, près le tribunal de Sidi Mohamed, avait requis dimanche des peines de 12 ans de prison ferme à l'encontre de Jamal Ould Abbas et 10 ans de prison ferme à l'encontre de Saïd Barkat avec saisie de tous leurs biens et fonds illégaux. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est penchée aujourd'hui à Genève sur la question sahraoui en déclarant qu'elle envisage de traitement des paramètres d'une nouvelle mission technique au Sahara occidental pour identifier les problèmes critiques des droits de l'homme dans ce territoire occupé, dit-elle. Explication Naïma Chekchek. Les jugeant vital, Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, précise que ces missions techniques du Conseil des droits de l'homme, le CDH, n'ont pas eu lieu depuis 5 ans, même si son institution a continué à suivre à distance la situation au Sahara occidental, jugée critique quant aux droits de l'homme. En juillet dernier, la délégation algérienne auprès de l'Office des Nations Unies a multiplié les appels à l'adresse du CDH pour l'envoi d'une nouvelle mission technique au Sahara occidental, appuyée en cela par le groupe de soutien au peuple sahraoui de Genève qui compte plus de 240 ONG. Nous sollicitons le HCDH à reprendre ses missions et à établir un programme d'assistance technique et de renforcement des capacités des institutions sahraouies, avait alors déclaré Mehdi Litim, chargé d'affaires auprès de la mission algérienne à Genève, avant d'inviter Michelle Bachelet à détailler les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport annuel. Dans une lettre ouverte au président du Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe de soutien au Sahara occidental avait de son côté demandé à inclure un chapitre sur les droits de l'homme dans le mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, MINURSO. Il a par ailleurs plaidé pour la création d'un mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés et souligné la nécessité de mettre en œuvre le tout premier article de chacune des 4 conventions de Genève et de veiller à ce que le Maroc respecte les dispositions des dites conventions en toutes circonstances au Sahara occidental occupé. Et puis on termine avec le sport. Après s'être vêtue d'une couleur verdoyante, la pelouse en gazon naturel du nouveau stade olympique d'Oran, situé dans la localité de Belgir, s'est malheureusement transformée du jour au lendemain en une pelouse un peu jaunâtre, pour des raisons qui restent encore à déterminer. Sidi Ahmed Bouraïba. Du vert au jaune, c'est malheureusement le changement constaté de la nouvelle pelouse du nouveau stade olympique d'Oran, qui doit pourtant abriter les Jeux méditerranéens de 2022. Et à quelques semaines de sa réception, cette détérioration aurait étonné plus d'un. Nous sommes passés par une période où l'eau destinée à l'irrigation n'était pas disponible. Nous avons dû utiliser l'eau qui était emmagasinée dans les réservoirs qui avaient une très grande concentration en chlore. Nous attendons l'expertise des experts de la société qui est en charge de la pelouse, actuellement bloquée en France. Le rapport préliminaire indique que l'eau est la cause principale. Un ouf de soulagement. Apparemment, le gazon est récupérable. Les ouvriers tentent tant bien que mal de le sauver. Maintenant, ce qui est important, c'est que ça puisse arriver maintenant. Le stade n'est pas réceptionné, la pelouse n'est pas réceptionnée. Donc on est encore en phase d'adaptation. Et actuellement, on a fait une plongée sèche sur le terrain, comme vous pouvez le voir. Et on arrose avec de l'eau du forage. Donc il y a un puits sur le site. Donc on a basculé l'installation. Donc les bâches à eau se remplissent aujourd'hui avec l'eau du puits. Et grâce à ça, on a réussi à refaire verdir le gazon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gazon n'est pas mort. Aujourd'hui, il est en état de stress. Il a jauni, un état de stress. Affaire à suivre, car tout le monde espère le retour au vert et un stade opérationnel le jour de l'ouverture des JM. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de procéder à un mouvement partiel dans le corps des présidents des tribunaux administratifs et des commissaires d'État près des tribunaux administratifs. Deuxième jour pour les épreuves du bac ce lundi. Les candidats ont passé notamment les épreuves de maths et anglais. Nous sommes allés au lycée Bourj El Bahri pour constater le respect des mesures d'hygiène dans les centres d'examen.
Ain Bekhlil, dans la wilaya de Naama, classé parmi les zones d'ombre. Et depuis peu, le village vient de bénéficier d'un nouvel établissement qui fait gagner pas moins de 70 km aux élèves, notamment pour les candidats qui passent leur bac cette année. Le complexe d'Al Hadjar, fleuron de l'industrie algérienne, connaît un nouveau souffle. Le Premier ministre en visite de travail à Annaba a supervisé le plan de développement du complexe dans le cadre d'un vaste plan de relance économique. « 242 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 167 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. » Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et puis les adresses pour les replays s'affichent bien sûr au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.